Ben voilà, Ah, et bah parfait. Bon, bah ça marche comme ça. Tant c'est mieux. clair. Ça vous convient du coup qu'on reste sur le compte? Eh ben ça me va très bien, bienvenue. Parfait. Et bah c'est gentil. Bon, Et euh, voilà. parfait. Merci à tous ceux qui nous rejoignent en tout cas. On va faire comme ça va être plus simple. Bonjour à toutes et à tous. Hop, parfait. Et bien écoutez, Manuel, Les victoires. vous souhaitez peut-être vous présenter pour commencer? Bah si vous voulez, enfin c'est assez drôle de se présenter, mais oui, je suis sommelier, je m'appelle Manuel Perrondet et je suis entrepreneur aujourd'hui. J'ai créé une boîte qui s'appelle Chef d'œuvre et j'ai fait une bonne quinzaine d'années dans la restauration de Prélas, pas mal de beaux établissements et puis maintenant je fais partie d'une aventure absolument excitante qui est autour de la stimulation de la passion du vin chez les particuliers. Et ça fait 8 ans maintenant qu'on a créé cette petite aventure et on est une dizaine de personnes aujourd'hui qui travaillent chez Chef d'Œuvre. D'accord. Et du coup, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler de cette société? Oui, alors au départ c'était un projet plutôt une commande groupée pour des copains, hein, parce que pour connaître un petit peu la genèse de Chef d'Œuvre, il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé. En fait, en 2011, quand j'ai gagné le titre de meilleur ouvrier de France en sommellerie, j'ai des amis qui m'ont demandé à faire une petite commande groupée pour des potes et sur lesquels, enfin, pour laquelle, franchement, j'étais déjà très bien occupé au Royal Monceau, donc j'avais pas trop le temps, mais j'avais décrit comme ça deux domaines, et puis j'avais dit pourquoi j'aimais, pourquoi j'achetais pour moi, et je me suis dit si on le fait sérieusement. Et donc j'avais orienté un petit peu les particuliers sur la Loire, parce que les 2008 me semblaient exceptionnels sur les chenins de Touraine. Et je leur avais dit, écoutez, voilà, entre 10 et 25 euros, vous avez des bouteilles qui vont vieillir 20 ans, qui vont se faire, ça va être génial. Voilà, et on avait fait une commande groupée. Et, cette commande avait été très importante. Il y a presque 950 bouteilles commandées, par exemple, pour 40 personnes. Donc c'est assez important. À l'issue de cette commande, ben, je pouvais pas livrer les gens. Et j'aurais dit, ben, écoutez, si vous voulez qu'on vraiment goûter ces vins, ben, venez les goûter lors d'une soirée. On va faire une dégustation verticale. Et c'était la première soirée de chef-d'œuvre. C'était enfin bien avant qu'on crée chef-d'œuvre en fait. Il y avait une centaine de personnes et on a fait une dégustation verticale. Et à l'issue de cette commande groupée, eh bien les gens m'ont dit si j'avais goûté ces vins avant et si on avait eu l'explication, le fond et tout ce que vous avez dit au micro pendant la soirée, eh bien je m'en serais acheté plus. Pourquoi vous créez pas pour nous un club qui nous permet de faire ça tous les mois? Et l'idée de chef-d'œuvre est partie comme ça et donc j'ai pitché l'idée à deux investisseurs qui venaient de vendre leur boîte à Microsoft et qui ont investi dans cette petite start-up. Et puis, D'accord. au fur et à mesure, comme ça, on est parti avec un coffret, une soirée par mois, et puis après, plein d'autres choses. Bon, maintenant, chez Dove, c'est un peu plus de 1800 abonnés, c'est des sorties dans le vignoble, des cours d'œnologie, des ventes flash, des coffrets de dégustation, du contenu, une équipe, enfin voilà, aux petits oignons pour stimuler la passion des particuliers. Et puis, on a quatre activités. On en a une qui est plutôt dédiée aux particuliers. Donc là, c'est le club. On en a une autre qui est plutôt B2B. Donc là, on a une boîte qui s'appelle Shade of Live avec plusieurs personnes qui travaillent dans cette activité-là. Et on anime des soirées là pour faire du networking autour du vin. Ça marche plutôt bien sur la région parisienne. Et puis même maintenant, on l'a fait un peu partout en France et même à l'étranger. Ouais. Et puis on a une autre activité qui s'appelle Shade of Héritage où là, on crée un compte à son enfant, on lui offre des bouteilles en lui laissant des messages dans un livre de cave. Nous, Mathieu et moi s'occupons du contenu œnologique et des messages. Et à sa majorité, l'enfant récupère sa cave avec toutes les traces des personnes qui ont fait les bouteilles. Et puis, on a une dernière activité qui s'appelle Shed Pro. Et là, on fait plutôt du consulting ou, bah, par exemple, on accompagne des grandes maisons du monde du luxe ou autres dans la force de vente ou dans la connaissance du vin pour échanger autour du vin avec leurs clients. Enfin voilà, il y a plusieurs axes différents. On signe aussi la carte des vins ouverts des 76 hôtels-restaurants du groupe Barrière. Enfin, on fait, D'accord. on avance comme ça dans différents chemins. Et voilà, Chef d'œuvre aujourd'hui, c'est une petite entreprise qui s'est bien développée et puis qui compte aujourd'hui une dizaine de salariés. Ok, très bien. Et du coup, alors avec la situation actuelle qu'on vit de crise, est-ce que vous arrivez quand même à gérer toutes les missions du club? Ouais, alors évidemment, il y en a certaines qui sont un petit peu arrêtées, hein, forcément l'événementiel, voilà. Je pense que même d'ailleurs, elle n'est pas prête de repartir. Mais ce qui est Ouais. intéressant je trouve, dans ces situations de crise, c'est que
on arrive très rapidement à rebondir et finalement à réinventer un petit peu son offre. Donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a commencé à faire, par exemple, dans l'offre B2B, des soirées en ligne, et ça marche plutôt bien parce que sur des entreprises qui ont une trentaine, une quarantaine de salariés, ben, ils ont tous envie d'un moment aussi de passer un bon moment tous ensemble. Et par exemple, la semaine dernière, j'animais en ligne une soirée dégustation avec une trentaine de personnes connectées. Ils avaient tous deux très belles bouteilles et on a fait le tour un petit peu comme ça. Euh, et puis sinon, ben oui, le reste, le club marche très bien parce qu'évidemment les gens sont enfin étant confinés et ils achètent du vin pour d'abord ils ont plus de temps pour regarder les offres, pour faire le tour de leur cave et comme on est une offre en ligne, je pense comme tous les e-commerçants en ligne. Enfin, nous, c'est fermé, hein. C'est un portail qui est uniquement dédié aux membres du club, mais Ouais. ça marche très très bien. Les ventes marchent très bien, donc pour ça, on est assez content. Ça équilibre entre guillemets les charges de la boîte et je pense qu'on fait partie des rares, je dirais, personnes dans le monde du vin en ce moment qui souffrent un petit peu moins que les autres. Ouais, exactement. Bon, bah, pour ça, c'est une bonne chose en tout cas. Je vois qu'il y a une question de Flo. Qu'est-ce que vous pensez de la dégustation géosensorielle qui privilégie la bouche ouais, du nez, à l'instar du nez? Ouais, alors j'aime bien. Je trouve le concept des fois un poil tiré par les cheveux. Je pense que ce qui est intéressant dans la dégustation sensorielle, c'est qu'on ramène l'univers tactile des vins au cœur de la chose. Encore faut-il avoir des repères. Et je crois que si c'est évident pour des gens comme Stéphane de Renoncourt ou comme ou Marcel enfin Jean-Michel Dice, ça l'est pas forcément pour Monsieur Tout le Monde. Donc moi qui passe quand même pas mal de mon temps à essayer d'exprimer, à faire comprendre un petit peu des sensations et à mettre des mots sur des sens, je pense que c'est une énième dimension qui, je pense, peut fasciner, mais qui peut perdre également. Et Mm. donc, si je trouve que c'est une forme d'évidence de rallier évidemment le lieu à la sensation. Je crois que on manque encore profondément peut-être de repères tactiles et aromatiques tous les uns et les autres, puis surtout après des mots pour exprimer tout ça et faire comprendre tout ça à un public qui n'est pas que des professionnels. Et ça, c'est peut-être la limite de cette dégustation géosensorielle. Mais je pense qu'elle s'adresse essentiellement pour l'instant à des pros. Oui, d'accord. Ok. Alors pour revenir un petit peu sur vos expériences personnelles, quand vous étiez à Paris notamment, quand vous êtes passé donc au Georges V, au Mhm. Taïwan, est-ce que vous pouvez nous toucher deux mots de ces expériences-là? Ouais, alors c'était deux expériences complètement différentes. La première, bon, le Georges V, moi je suis arrivé de province à Paris. J'ai eu la chance en fait. J'ai envoyé mon CV au Georges V le jour où il y avait un comique qui s'en allait, donc j'ai eu la chance du débutant, hein. Il y avait ce petit facteur-là. C'était mon premier poste. Je suis arrivé dans une énorme machine avec Didier Le Calvez, qui était un directeur d'hôtel absolument incroyable, qui a donné le rythme et le tempo. C'est un restaurant qui a eu 3 étoiles en 3 ans, c'est pour vous dire à quel cet univers-là. Et c'est pour ça qu'après un an, il y a un des directeurs de salle et des maîtres d'hôtel de l'hôtel qui m'a dit peut-être que tu serais plus à l'aise dans une maison plus familiale, tout en restant dans le même standing et la même offre de vin. Et donc, il m'a présenté à Jean-Claude Vrina, qui à l'époque n'avait pas besoin de sommelier. Et donc, j'ai été un des sommeliers qui est arrivé. Au départ, j'étais là pour un peu ranger la cave. Puis j'ai dit, mais moi, si je viens travailler chez vous, c'est pour évidemment faire le service. Et donc, je ferai les deux, je rangerai la cave et je ferai le service. Et j'y ai commencé ma carrière là-bas. J'ai été rejoint 6 mois après par Marco Pelletier, qui était lui le chef sommelier. Et donc, on avait quand même un sacré joujou, puisqu'on avait une super cave. On avait une carte des vins de dingue. Et puis, comme on s'est très bien entendu avec Marco et on a commencé à vouloir faire une carte des vins de dingue et surtout une offre de vins de dingue, et ben, on y est resté assez longtemps. Moi, je suis resté 7 ans, Marco 6 ans. Et ça a été une des plus grandes expériences de ma vie, hein. On avait la chance d'avoir d'abord l'expertise de Jean-Claude Vrina, de, et puis pareil de Pierre Béraud qui était l'acheteur du groupe. On avait des moyens quasi illimités pour acheter des vins, donc on pouvait se faire plaisir. Et puis surtout, on avait surtout la confiance d'une clientèle très très fidèle qu'on connaissait parfaitement. Et j'ai appris beaucoup de choses chez Taïwan. J'ai appris, enfin, autant au Georges V, j'ai appris l'excellence, le monde du luxe, les choses comme ça. Mais chez Taïwan, j'ai appris plein de choses, l'univers comment fidéliser des clients, comment les connaître parfaitement, enfin voilà, plein de petites attentions.
travailler un cardex, savoir exactement chercher chez chaque personne un petit peu la corde sensible et savoir travailler dessus. Donc ça a été des années extrêmement enrichissantes, à la fois pour la dégustation, mais aussi pour l'expérience euh, B2C, donc l'approche de la clientèle, de la vente, Oui. savoir cerner un petit peu ce que chacun attend à table. C'est un peu fait partie de ce rôle du sommelier, hein, de saisir un instant ce que les autres attendent. Et donc voilà, ça a été des années merveilleuses, extrêmement fatigantes parce que j'y ai passé presque 70 heures par semaine chez Taïwan, mais quand on quand on sort de là avec toutes ces bouteilles et toutes ces expériences, tous ces clients servis, d'abord on a tissé un réseau fabuleux, mais puis derrière on est forcément armé pour la suite de manière assez forte. Voilà. Ouais, on imagine. Et alors, du coup, est-ce que dans le club Chef-d'œuvre que vous avez fondé, Mhm. il y a on va dire, il y a des critères de luxe, de palace que vous avez appris auparavant au Georges V que vous, entre guillemets, vous voulez garder quand même dans cet esprit de club? Ouais, alors des fois ça met des boutons à mes collaborateurs, mais c'est vrai que j'essaye d'être assez exigeant en fait sur la. Je suis assez, enfin, surtout pour tout ce qui est événements, soirées et autres, je suis un peu maniaque sur ce genre de choses-là. Je pense que Mhm. c'est un héritage de ces restaurants étoilés. Je pense que on peut pas faire une belle soirée sans que on s'approche du détail, voilà. Même si évidemment tout ça reste dans un contexte décontracté, il n'y a pas du tout la pression d'un 3 étoiles Michelin. Les gens viennent pour le plaisir dans nos soirées, ils viennent pour vivre le vin, ils viennent pour rencontrer des vignerons, ils viennent pour. Mais j'aime bien que tout soit un peu léché, donc ouais, j'ai gardé quand même quelques ça. Puis quand on est un petit peu maniaque aussi sur certaines choses, sur la connaissance, sur tout ça, bah je laisse pas passer grand-chose à côté sur Ouais. dans l'équipe. Donc des fois, les gens qui viennent pas forcément du même univers que moi ont du mal à comprendre, mais une fois qu'ils ont compris un petit peu ça, franchement, ça, ouais. Donc c'est des codes qui m'ont servi. Puis c'est surtout, franchement, s'il y a une chose qu'on peut dire, je crois, et les gens qui nous suivent, en tout cas chez Chef d'œuvre, pourront me rejoindre, c'est que c'est vrai, on met vraiment le paquet dans les événements. Les gens, il y a toujours de très grands vins. Il faut savoir que ces soirées sont des soirées qui sont vendues à cost. Donc on essaye d'être vraiment au taquet de la stimulation sensorielle. Enfin, et puis on apporte évidemment toute la profondeur et l'analyse, l'expérience que les amateurs vont chercher chez Chef d'œuvre. Donc Ouais. on est assez pointu sur ça. D'accord. Et c'est vrai que ce qui marche bien, on le ressent en tant qu'adhérent du club, c'est qu'il y a quand même beaucoup le côté famille qui est Tout à fait. ressenti. Moi, je pense que les gens, et on va le ressentir encore plus dans cette période un peu particulière qu'on traverse, ont besoin d'appartenir à une communauté, à un club ou à des choses qui les ramènent à ce qui les fait vraiment vibrer. Et donc, je trouve que ouais, ce qu'on a créé, il y a plein de gens qui se connaissaient pas avant dans ces soirées, qui maintenant sont devenus amis. Enfin, le vin, c'est merveilleux pour ça, c'est que ça fait tomber les barrières sociales, ça décoince un peu tout le monde et ça fait partie de ce cercle. Ouais, on essaye on se dit que bon, on est là que pour stimuler la passion des membres au vin, mais on pense on a créé un peu plus que ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, oui, ça se ressent un petit peu et particulièrement dans cette période. Ok, bon, c'est top. Et alors, du coup, les concours et les différents titres que vous avez obtenus ont découlé un petit peu de toutes ces expériences que vous avez eues. C'est venu par la suite. Il y en a eu quelques-uns. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu deux mots sur ces différents concours que vous avez eu l'occasion de faire? Bon, moi, les concours, en fait, l'anecdote, elle est simple, hein, c'est que quand je suis sorti du Georges V, ben, j'étais avec Eric Baumard, Enrico Bernardo, et donc plein de gens qui étaient qui étaient bien sûr des repères hein, pour tous les jeunes sommeliers que nous étions. Euh, je m'étais juré en sortant du Georges V qu'un jour je ferais des concours et que j'essaierais de gagner, forcément. Comme tout le monde qui s'inscrit, on a envie de gagner, hein, forcément. Mais au départ, je ne savais pas trop où ça allait m'amener. Et puis, quand j'ai passé la finale du concours du meilleur jeune sommelier d'Île-de-France à Paris, et puis que j'étais plutôt pas mal à l'aveugle, les gens m'ont dit que j'avais un potentiel et j'y ai cru. Donc après, j'ai été donc meilleur jeune sommelier de France en 2005, Master of Port en 2006. J'ai passé la finale du meilleur envoyé de France en 2007. Je suis allé en finale. Bon, j'étais un peu jeune à l'époque. J'ai refait la finale du concours de meilleur sommelier. Enfin, j'ai fait la finale du premier sommelier de France en 2006. Je suis arrivé deuxième, je crois. Enfin oui, derrière Pascal Lenetti.
Donc je m'étais juré de revenir et puis après je l'ai préparé différemment. En fait, ça a été une belle école. J'ai croisé un de mes amis aujourd'hui, mais surtout actionnaire de chef-d'œuvre, qui m'a coaché pour les concours, qui m'a payé des cours de théâtre. Cette préparation, elle a été vraiment très très constructive. Elle a été en plus de l'expérience chez Taïwan extrêmement créatrice je dirais enfin, elle m'a appris beaucoup de choses au niveau de l'expression orale, de plein de choses. Et tout ça, ça a été un très très bon renfort, en tout cas, dans mon expérience professionnelle. Après, donc, je ne me suis jamais arrêté vraiment. J'ai duré de refaire le MOF donc en 2011. Donc là, pour le coup, j'avais mis les pieds dans les grands, je m'étais vraiment préparé. Puis quand j'arrive à 31 ans, j'avais l'âge un peu plus crédible. Je pense que le concours de MOF, c'est pas un concours dans la performance scénique comme on peut faire au concours national de France. C'est un concours de fond. On vient chercher du vécu, de l'expertise et puis de l'excellence. Donc, et de la profession. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Donc, voilà, je me suis, je pense que c'est pour après, j'ai un petit peu le vécu. D'accord, ok. Alors, je vois que vous avez une question. Quelle est votre ambition pour chef-d'œuvre? Faire du volume pour vous faire encore plus plaisir ou garder une taille familiale? Ouais, en fait, la réalité, c'est que j'aimerais Alors, ouais, simplement, on vous entend plus visiblement dans les commentaires. vous m'entendez là ou pas? Ouais, là, c'est tout bon. Moi, je vous entendais, mais Ouais. dans les commentaires, il vous Ouais, entend. excuse-moi, je tenais mal mon téléphone. Parfait. Non, en fait, la petite particularité qu'il faut savoir dans le e-commerce, hein, c'est que, enfin, chef-d'œuvre aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une réalité, il y a un cap une taille d'entreprise à atteindre pour que il y ait forcément un léger seuil de rentabilité. Sinon, évidemment, tous les acteurs, et ça, je pense que tous les gens qui aujourd'hui tous les gens qui se sont lancés dans une aventure similaire le savent. Il y a une taille critique à atteindre et franchement, si vous n'avez pas un certain volume, compte tenu des charges importantes enfin, qu'impose la logistique, vous pouvez pas vivre. Donc, il faut absolument que les gens sachent qu'on ne peut pas faire quelque chose de trop petit. Néanmoins, évidemment, ça n'a pas de sens d'amener chef-d'œuvre à un niveau trop important. Moi, ce que je veux dans le chef-d'œuvre, c'est que chaque personne qui rejoint un petit peu ce club, y trouve un contenu sérieux, une offre cohérente, des prix justes, et puis surtout peut-être une manière de comprendre son ADN logique, de savoir ce qui les fait vibrer, de découvrir de nouvelles choses, de déguster, peut-être aussi de nourrir son vocabulaire, de construire un petit peu la manière de s'exprimer. Parce que je pense que ce qui est intéressant dans ce que nous faisons, c'est à la fois de comprendre ce qu'on aime, mais c'est aussi de savoir restituer ce qu'on aime. Et à travers, je pense, tous les différents ateliers que l'on propose, les gens peuvent évidemment peut-être un petit peu construire leur personnalité. Je crois que ce qui est chouette dans tout ça, c'est que les gens arrivent à la fin à dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils adorent. Effectivement, on essaye d'avoir une sélection extrêmement solide. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a beaucoup de très bons domaines qui nous font énormément confiance et je les remercie pour ça. Même si on a un petit peu changé la manière de parler du vin que celle d'un restaurant étoilé, je pense qu'on est vraiment en train d'écrire peut-être une page un peu à part dans le monde de la distribution du vin. Et ça, j'en suis fier. Alors, donc oui, j'espère que l'aventure grossira un petit peu. Évidemment, on n'en fera jamais une multinationale. D'accord. Bon, bah, Ou ça alors marche. on n'a pas trouvé le truc encore pour le faire, mais je ne Ouais. pense pas. Ok. Et du coup, donc vous travaillez dans le vin depuis de nombreuses années. Avec le club et puis dans la vie de tous les jours, vous arrivez quand même à trouver des vins qui arrivent encore à vous surprendre? Ah ouais, cet après-midi encore, je dégustais pas mal de vins parce qu'on a trouvé aussi une manière de pouvoir déguster, de se fournir quelques échantillons, etc. avec des domaines. Ouais, je me fais bluffer des fois. J'aime bien goûter à l'aveugle. Donc moi, chaque fois que je reçois des échantillons, je mets des chaussettes dessus, puis c'est ma femme qui me les ouvre et puis on goûte tout à l'aveugle. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve chouette, c'est que on goûte sans a priori. Des fois, j'ai des déceptions, des fois, j'ai des immenses surprises.
Et donc, ce que j'aime bien, c'est dans cet univers du vin, c'est Marco Pelletier, qui est un de mes très bons amis, qui faisait une vidéo la semaine dernière avec Rajat Par. Il disait, ce qui est important, c'est souvent de demander sur place, dans le vignoble, aux locaux ou aux gens qu'on aime bien, ce qu'ils ont adoré ou les jeunes talents qu'ils ont découverts, etc. Et donc, c'est souvent du bouche à oreille. Et moi, quel que soit le conseil, d'où qu'il vienne, j'essaie de suivre, j'essaie de goûter, de me faire mon avis. Donc, on goûte de tout. Et quel que soit le prix, puis surtout, pas d'a priori, quoi. C'est ça, qui est important. D'accord. Alors, une question de Simon. Le théâtre, est-ce réellement important pour les concours? C'est pour le stress ou pour la manière de parler peut-être? Quelle est la posture à adopter? J'ai fait une vidéo sur le storytelling il n'y a pas très longtemps pour des élèves. Là, il y avait je crois elle a été remise en ligne sur YouTube. Ce qui est important dans ce que j'ai appris moi en tout cas des cours de théâtre, c'est la manière de raconter des histoires autour du vin et puis surtout la manière d'articuler des phrases et puis surtout de d'avoir les bonnes intonations. Il y a toute une mécanique qui est importante à connaître quand on fait des concours, c'est que évidemment, on a 50% du fond qui font partie évidemment de la personnalité de chacun. Hein. On va pas réinventer la chose. Je crois que c'est le reflet dans ces compétitions d'une personnalité, d'un style très personnel, de préférence. La question, c'est comment est-ce qu'on exprime tout ça. Et donc, avoir des clés pour saisir tout ça, c'était très important. En tout cas, le théâtre est important parce que le théâtre, il vous met dans la situation de stress dans laquelle vous êtes le jour du concours. Et donc, rien que pour ça, on a un énorme gain, je pense, d'assurance et surtout euh, de, de qualité, de la manière dont on gère le stress. Ensuite, il y a plein de rouages très importants, donc les constructions des phrases, les intonations, tout ce qui sont les effets d'assistance, de répétition, etc. Toutes ces choses-là, je les ai travaillées. Et ça m'a permis évidemment de faire passer peut-être des messages différemment. Alors évidemment, ça fait pas la note finale, mais ça fait partie un petit peu du style. Et je pense que on note surtout dans une prestation scénique un petit peu le style du candidat. Moi, j'encourage bien sûr les gens qui veulent faire des concours de sommellerie à se pencher sur ça parce que la forme est aussi importante que le fond, à mon sens. Oui. Et alors, du coup, on se pose un petit peu tous la question. Là, vous en avez parlé un petit peu, mais dans les concours sur la notation, est-ce que vous auriez tendance à dire que c'est plus la connaissance et les compétences qui priment ou plus la posture et la manière de s'exprimer, bien que les deux Ouais, soient importants? ce qu'il faut regarder, ça dépend de quelle épreuve on parle, mais je pense que si on parle d'analyse sensorielle pure ou autre, il y a un canevas à suivre, mais après, il y a bien sûr, vous pouvez pas enlever de la tête d'un jury, je pense, le sentiment de la personnalité, de ce qui ressort. Quelqu'un qui s'exprime très bien, qui a un langage hyper fluide, qui arrive à apporter du style et du rythme à sa dégustation, ça sonne beaucoup plus que quelqu'un qui maîtrise pas ces éléments. Et donc, quel que soit finalement, après, vous savez, on note tout ce que les candidats disent, par exemple, quand on est dans les jurys, etc. Mais à un moment, il y a une sorte de sentiment. Hein, et donc, je pense que dans la note finale, toute épreuve confondue, il y a quand même une énorme part de ressenti. Et donc, d'un meilleur sommelier de France au meilleur ouvrier de France, il y a forcément une qualité d'orateur, et puis bien sûr une personnalité, quelqu'un qui maîtrise un peu son sujet. Donc, si en plus c'est exprimé très bien, voilà. Et je pense que la manière dont on s'exprime donne le sentiment que la personne maîtrise. Donc, c'est quelque chose qui se rejoint, bien sûr. Ouais, c'est Mais complètement. D'accord. moi, je pense que Ok. Alors, Simon de la brasserie Harmonique vous demande ce que vous pensez des bières de fermentation spontanée. ouais, moi j'aime bien. Je trouve que ce qui est fabuleux dans l'univers de la bière, c'est que bon, déjà, ça répond à une demande aujourd'hui où on aime la diversité, l'identité. Je crois que il se passe exactement pour les bières ce qui s'est passé pour la Champagne, c'est-à-dire on sort peut-être d'un style aujourd'hui, d'un intérêt pour un style, des nuances ou de quelque chose qui a été très calibré, très pensé, pour quelque chose de beaucoup plus identitaire, avec des fois des signatures, des styles, des microbrasseries, il en pousse tous les jours. Et ce genre de bière répond peut-être aussi à un besoin d'aller peut-être chercher d'autres nuances, d'autres sensations, des saveurs plus appuyées, des acidités plus appuyées également. Je crois que ce qu'il faut regarder, c'est le plaisir que chacun en tire. Hein. À table, c'est intéressant. En gastronomie, il faut pas en faire non plus tout un plat. Pour amener la bière dans la réalité de la proposition, ça dépend où vous travaillez, mais si vous êtes dans un restaurant de type gastronomique, j'en servais moi par exemple sur le plateau de fromage, on en servait quelques-unes un peu rares, on faisait des beaux accords mets fromage, enfin bière fromage.
Mhm. Bon, on se rendait bien compte que à la fin de l'année, si vous avez vendu 24 bouteilles ou 36 bouteilles, c'est le bout du monde. Donc économiquement, ça ne représente pas grand-chose. Mais c'est toujours intéressant, bien sûr, d'avoir cette culture, cette ouverture, hein. Oui, Et on peut toujours, des fois, des gens se font surprendre sur sur une belle bière comme ça et gardent un très bon souvenir du moment grâce à ça. c'est clair. C'est clair. Et alors, du coup, durant ce confinement, est-ce que vous avez eu deux, trois coups de cœur? Est-ce que vous avez eu l'occasion de goûter? Que ce soit du Ouais, vin ou ouais, autre? ouais, il y en a eu. Ben, regardez, attends, je vais tourner là. Là, je suis sur mon balcon, j'avais des petits échantillons qui sont arrivés. Là, il y a pas mal de choses. On m'a envoyé bon, il y a forcément des grands vins qui se sont distingués, mais j'ai goûté des choses que j'ai adorées. Euh, Cet après-midi, là, j'ai goûté les 2016 du Clos Puyarnaud. Franchement, ça m'a bluffé. J'ai adoré. Et surtout la cuvée qui s'appelle Les Ormeaux. C'est une petite cuvée qui vaut 12 euros hors taxe. Euh, c'est pur, c'est frais. Ça me rappelle des cabernets ligériens de goûter jeune sur certains styles du Clos Rougeard. C'est épuré. On a du grain, ça n'a pas trop de bois. J'ai trouvé ça superbe et franchement j'ai adoré. Sinon bah, derrière moi là il y avait des grands Brunello di Montalcino. Là, il y a un Reserva 2011 de Filippo Di Sotto que j'ai bu qui m'a mis les larmes aux yeux. Franchement c'était exceptionnel. Voilà, et donc des bouteilles très simples comme des bouteilles plus chères. Mais sinon, voilà, on va lancer quelque chose qui est assez intéressant. D'ailleurs, si vous voulez participer à cette vidéo, elle va être assez cool. La semaine prochaine, on va peut-être faire une vidéo avec Vincent Dureuil où on va déguster toute la gamme en live avec lui. Et moi, j'aurai les échantillons de mes bouteilles à la maison et lui sera chez lui pour commenter et rebondir sur chaque cuvée, chaque style, etc. Donc, on pourra apporter non seulement des sensations, mais aussi de la profondeur à toute cette dégustation. Ok, top. Eh ben, on suivra ça de près, avec grand plaisir. Question de Fabien, pourquoi certains vins sont meilleurs le lendemain après une nuit au frigo? Bah, ça dépend du moment où on prend les vins. Je pense que il y a des millésimes qui ont des constitutions différentes, des acidités différentes, des concentrations. Des fois, c'est des vins qui sont un peu réduits ou autres. Donc, il se passe des fois avec le peu d'oxygène qu'on leur apporte qu'il y a une forme de d'ouverture. Euh, c'est pas vrai tout le temps, hein. J'aime bien dire ça parce que moi, souvent, j'ouvre des bouteilles, je bois un verre ou deux, puis après, je les regoute le lendemain. Des fois, c'est un peu différent. Ça dépend, je dirais, des vins, mais je crois que tout simplement le gain d'oxygène. Et puis, des fois, le moment peut-être n'était pas encore tout à fait épanoui. Alors, ça dépend aussi des plein de choses. Le moment où on goûte, la température à laquelle on goûte, faut faire attention. Je me suis assez à cheval là-dessus. Je prends toujours un thermomètre quand je goûte des vins parce que j'aime pas me planter trop et j'aime bien. Comparer des plaisirs à les mêmes températures quand même. Mais D'accord. le frigo, le risque, c'est que le vin soit trop frais des fois. Oui, c'est ça, effectivement. Alors, à quel moment de la journée ou du repas vous préférez déboucher une belle bouteille de champagne, un blanc de blanc, par exemple? Ah, ouais. Ouais, un blanc de blanc, d'abord, j'ai envie d'en. Moi, quand je vois un arbre comme ça derrière moi, quand j'ai les premiers fromages de chèvre du printemps, quand j'ai des saveurs un peu marines et iodées pour l'apéro, j'ai envie d'ouvrir ça. Puis, enfin, moi, j'adore le champagne. Ouais. J'adore faire j'adore l'idée d'abord de boire une bulle en apéritif parce que je trouve ça festif, comme beaucoup de gens d'ailleurs, mais surtout je trouve ça évidemment incontournable pour célébrer. Voilà. C'est marrant parce que mon fils qui fêtait ses 4 ans hier avait, j'avais fait une photo. D'un blanc de blanc sur une petite table posée ici avec le même arbre qui est derrière moi là et donc voilà c'est pour moi il y a une saisonnalité dans les champagnes. J'aime boire les blancs de blanc au printemps, en été. J'aime plus les autres styles de vin quand on aborde l'automne ou l'hiver. Et puis surtout, j'aime bien les marier avec des saveurs qui fonctionnent bien avec. Je pense que quand on va dans les blancs de blanc, on va dans les purs, on va dans la lecture assez agrumée, crayeuse, etc. J'aime bien moi tous les secteurs d'Avise, Ménil-sur-Roger ou autres. Et c'est à ce moment-là que je les trouve les plus justes. Donc après, bien sûr, on peut faire des grands accords, mais à table. Je fais rarement des dîners au champagne ou des déj au champagne parce qu'on a bu la bouteille avant de commencer de manger. Ouais. Voilà. Mais D'accord. sinon, j'aime bien à table. Évidemment, on peut faire des très belles choses autour de saveurs un peu marines ou des chairs délicates, des poissons à basse température, des jus, des sauces pas trop denses. On peut faire des très très belles choses. Et alors, justement, on vous demande si vous avez des domaines en Champagne à recommander. Bah, il y en a des millions. Non, je fais ça. Ouais, il y en a Bah beaucoup. ouais, il y en a plein. Après, je vais pas vous inventer des noms de maisons. Je pense que tout le monde est assez alerte dans l'univers champenois. Je pense que ça dépend de ce qu'on recherche et puis aussi du budget qu'on veut y mettre, hein. Il y a peut-être une équation qui est plus difficile à résoudre aujourd'hui
dans cette région, c'est l'idée de rapport prix-plaisir. Je crois que j'aime beaucoup ce qui se passe dans l'Aube. Je trouve que ce secteur un petit peu négligé aujourd'hui renaît. Il y a beaucoup de très beaux domaines. Il y a Christophe qui me dit Vergnon au Ministre-sur-Roger. Non, mais effectivement, il y a un renouveau de l'offre champenoise à travers, je pense, une région qui se redessine avec beaucoup plus d'acteurs, de vignerons artisans, de parcellisation, d'identité du lieu, etc. Donc c'est très excitant. Évidemment, les noms que je vais citer comme Raphaël Berèche, Frédéric Savard, Alexandre Chartogne, ou ces gens-là vont surprendre personne. Après, ce que j'aime bien dans l'Aube, le domaine que j'adore en ce moment, c'est Aurélien Gerbet. Franchement, je suis complètement fan de ces vins et j'adore la cuvée qui s'appelle l'Audace. C'est un blanc de noir non dosé que je trouve fabuleux. Donc ça, j'achète les yeux bandés et j'en bois souvent. Puis sinon, il y a pas mal d'autres choses. Hein. J'ai toujours adoré cet artisanat champenois. J'aime bien les meuniers en fait. Je trouve que plus Ouais. ça va, plus les meuniers me plaisent. Donc on en a les closeries par exemple ou les choses comme ça m'éclate bien. Mais je suis très champagne donc j'aime tous les univers. Hein. Mais après ouais, dans les talents que j'adore, pour lesquels j'achète les Mondés, il y a Adrien Dongrelet aussi que je trouve très brillant en ce moment. J'aime bien sa cuvée qui s'appelle Terre Fine, la base 2016. Je suis archi fan. J'adore. Voilà. Ok, super. Alors, on vous demande maintenant ce que vous pensez des vins de nature. Ouais, ben, je pense que j'en parlais un petit peu il y a quelques jours avec quelqu'un qui me posait un peu cette question. C'est vrai que c'est un univers qui est intéressant pour plusieurs choses. D'abord parce que c'est le reflet d'une partie de l'opinion d'une société, peut-être d'une génération, qui est en quête d'un retour à quelque chose d'un tout petit peu plus orienté vers la nature et surtout le relief de ce que la nature peut donner. Après, je suis très cartésien moi dans l'approche du vin et j'aime bien que simplement on ait la lecture à la base déjà du cépage qui fait naître le vin et puis surtout derrière. Euh, et puis derrière surtout peut-être le terroir si c'est lisible. Après, ce que je reproche des fois un petit peu au vin nature, c'est que c'est des fois un peu brouillon. Derrière l'univers fermentaire ou des nuances qui sont un peu brouillonnes, des fois je trouve que les gammes aromatiques des blancs convergent, alors elles tirent tous vers le coin ou la pomme cuite, un peu comme ça. Les rouges des fois sont déviés avec des manques de précision sur le fruit. Alors des fois on dit bah c'est le goût nature, mais en fait non, c'est le goût de la déviation. Donc ce qu'il faut c'est composé. Alors, ce que j'aime dans l'idée des vins nature, c'est que ça fait réfléchir un petit peu toute la profession, que ça a permis, en tout cas, pour certains domaines, peut-être de réfléchir à une proposition. Ça ne marche pas dans toutes les régions, sincèrement. Je pense qu'il y a des régions pour lesquelles ou des cépages pour lesquels c'est plus adapté que sur d'autres. Voilà. Par exemple, le pinot noir vraiment nature, je suis pas super emballé. Autant le gamay, des fois, je trouve que ça peut sortir très bien. Donc je sais pas si c'est par rapport à ce que j'ai goûté ou autre, mais voilà, il faut faire attention parce que je pense que dans nature, il y a tellement de diverses expressions et de divers profils de vin que Ouais. malgré tout, il faut, je dirais, les vins nature de chez qui. Voilà, Ouais. parce qu'il y en a qui sont maîtrisés, d'autres un peu moins, et même chez ceux qui maîtrisent, il y en a qui, pour moi, des fois partent un peu en vrille. Donc faut faire attention. Mais D'accord. en tout cas, j'aime pas l'idée que dans une caisse de vin, il y ait 12 bouteilles différentes. Et en tant qu'acheteur et en tant que consommateur, ça me fait un petit peu, ça me bride un peu. En tout cas, je salue dans les vins nature, les vins peu soufrés, le côté très digeste et les lendemains un peu moins difficiles. Ouais. Et du coup, bah, je rebondis sur une question. En termes d'agriculture biologique, de biodynamie, est-ce que vous avez une sensibilité particulière par rapport à ça? Ouais, bah, je pense enfin, je sais pas comment, les autres personnes de ma génération le vivent, mais je pense qu'on a un tournant d'histoire. C'est-à-dire on s'aperçoit aujourd'hui que, je vais pas dire que c'est Kodak avant le numérique, mais celui qui prendra pas le virage du bio ou d'une viticulture ultra raisonnée, etc., va se confronter à une autre génération elle, n'en aura rien à foutre d'entendre que le domaine était hyper coté de ci, de ça. Ils voudront d'abord être rassurés sur un point, c'est celui de pas boire des produits chimiques ou de pas avoir d'intrants trop voilà, c'est la première chose et puis surtout derrière je pense que
la viticulture biodynamique, on voit bien à travers les success stories qui s'enchaînent qu'il y a forcément on révèle forcément des lieux avec cette belle viticulture. Donc c'est ce qui est important, c'est pour moi, c'est que les gens comprennent que c'est pas qu'un argument de marketing ou d'autre, c'est des équilibres différents dans les baies, c'est des pH différents, c'est des concentrations de saveurs différentes. Ça veut pas dire que tous les vins en biodynamie sont très bons ou très réussis, mais on a déjà une très bonne intention. Des fois, on voit bien dans ceux qui, en tout cas, on a des domaines qu'on aime bien qui passent en biodynamique, il y a forcément des résultats très intéressants. Et ça, toutes les régions confondues. Donc, je crois que c'est pas simplement un truc de, de, de mode. C'est la révélation peut-être un petit peu meilleure de certains terroirs, de certains lieux, et puis surtout qui tombe en phase avec un public qui l'attend. Et je crois que ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que voilà. Donc moi, oui, je suis très tourné vers ça et pour être sincère, là, les plus grands vins que j'ai bu dans ma vie sont tous nés de viticulture biodynamique. D'accord. Ok. Alors, question d'Anaïs concernant la verrerie, cette fois, un verre universel à recommander. Bon, enfin, le verre universel. Après, il y a deux choses. Il y a le sommelier qui parle et celui qui aime bien décortiquer les trucs. Et puis il y a celui qui boit du vin à la maison et qui a pas envie de se taper les verres soufflés bouche à 30 euros pièce tous les soirs. Ça, moi, j'ai des altos ici, par exemple, je déguste avec, ou des Sidonios. C'est super bien, mais sincèrement, des fois, ça me saoule. Surtout quand j'ai des invités. Puis qu'on a bu 4 bouteilles, les verres, il y a 12 verres qui restent sur le plan de travail le lendemain. Bon, voilà, ça passe pas à la machine. Ça se ferait. Et je pense que quand on a des grands vins de précision, il faut y aller. Il y a quelqu'un qui me dit Zalto ou Sidonios. En fait, bon, moi j'ai les deux parce que Zalto est sorti avant Sidonios. J'ai acheté ensuite Sidonios. On vend Sidonios un petit peu au moment de chef parce que je trouve que la verrerie est très belle et elle est surtout très adaptée. Elle est pas trop complexe, elle est pas trop compliquée. Elle est superbe, elle est surtout très légère et très délicate à manipuler, c'est chouette. Et ce que j'aime dans les verres de Sidonios par rapport à Zalto, c'est que c'est peut-être un petit peu moins décortiquant qu'un Zalto universel qui des fois met pas forcément le vin dans son meilleur travers toujours. Moi j'aime bien déguster avec des Altos pour essayer de percer les lignes, mais quand on boit du vin, j'ai plus de plaisir des fois dans certains Sidonios, donc c'est marrant pour le même vin, hein, voilà. Puis j'aime bien celui qui est assez haut, je ne me rappelle plus le nom qu'il a, mais je bois les champagnes dedans et les grands blancs un peu tendus, type Riesling, Sauvignon, etc. Et j'aime bien ce verre. Après, voilà, le verre universel, facile à appréhender à la maison. Enfin, je sais pas, on a tous vu ça à la maison, mais je pense qu'un Spiegelot numéro 2 ou un truc comme ça fait largement le job. Déjà, si tout le monde buvait des C20 dans ce type de verre, on serait très heureux. C'est sûr. Oui, d'accord. C'est très solide, ça passe à la machine à laver. Ça vaut 8-9 euros au TTC. Pas de quoi. Bah, Voilà. pour la maison, ouais, exactement. Mm. Alors, on vous demande en quelle année vous recommanderiez d'ouvrir les ormeaux du Clos Pierno en 16? Bah, sincèrement, vu ce que j'ai goûté tout à l'heure, je dirais 2020. Et après une bonne heure de carafe, je pense que ça va vieillir très très bien. Je crois que le millésime, on le sent bien à la constitution du vin, hein. Il y a une fraîcheur fabuleuse dans ce millésime au-delà de la maturité. Et c'est tellement précis, tellement fin, tellement bon. Enfin, franchement, il y a maintenant beaucoup de plaisir, mais je pense que ça tiendra 10 ans, c'est clair. Ok. On rebondit sur les vins nature. Une autre question. Est-ce qu'il y a un pays en dehors de la France que vous conseillerez pour la qualité de ces vins nature, du coup? Bah, je pense que le mouvement est vraiment parti très fort en Espagne. Donc, je crois que dans la pluralité de l'offre, le pays le plus crédible du moment, c'est l'Italie, c'est l'Espagne. L'Italie s'y met peu à peu, mais pas forcément dans la même. Enfin, je veux dire, dans les grandes régions, on joue pas trop avec un Barolo, ou on fait pas des Barolo nature ou Bruno des Montachino nature. Mais je pense que dans ce mouvement, le premier pays qui a marqué un peu le pas, c'est certainement l'Espagne, plutôt la partie catalane de l'Espagne. Ouais. Après, je pense que ça va évidemment se démocratiser. Après, la question, c'est quel type de vin ils ont envie de faire, parce que ça change considérablement quand même le profil des vins. C'est pas la même promesse, c'est pas le même potentiel de vieillissement, c'est pas le même public. Donc voilà. Et, je pense que ouais, là, pour répondre à la question, je dirais l'Espagne. Ok, très bien.
Pour revenir sur le métier de sommelier, est-ce que vous pourriez nous dire à votre sens les avantages et les inconvénients de ce métier pour les personnes Ouais. qui Voilà. souhaiteraient se lancer éventuellement? Bon, d'abord, tous les gens qui ont envie de faire ce métier, d'abord, je peux que les encourager. C'est un métier merveilleux. D'abord, j'ai jamais eu l'impression d'aller au travail quand je suis allé faire mon métier, même si évidemment la restauration reste un métier extrêmement prenant et parfois même un peu pénible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un métier qui n'est envisageable que si on a une sphère familiale qui comprend ça. Travailler les soirs et les week-ends ou les jours de l'an et les Noëls, voilà. Et quand on fait ça et quand on a compris ça ou quand on sait qu'on veut vraiment faire ça, faut savoir que c'est un métier qui est merveilleux, qui ne ferme pas toutes les portes. C'est pas parce que vous êtes sommelier un jour, vous pouvez rien faire de. Regardez, moi, je suis le meilleur exemple de quelqu'un qui sait un peu, qui a créé quelque chose à partir de son expérience et je me considère pas moins sommelier aujourd'hui que sommelier dans un restaurant à l'époque. Au contraire, je pense qu'on fait encore plus de choses pour le vin et encore plus de choses pour le consommateur, en s'affranchissant peut-être du côté un petit peu rébarbatif et mécanique de la restauration. Euh, Même, je pense que c'est un métier d'adrénaline génial, c'est-à-dire que chaque client est différent, chaque commande est différente, chaque soir est différente. Et puis, on a tous envie, quand on est sommelier, de partager beaucoup ses coups de cœur, ses derniers achats. Enfin, c'est un métier de passion et d'échange de partage. Donc, véhiculer tout ça derrière dans un restaurant, c'est absolument génial, mais on peut le faire différemment. Voilà, je trouve que les avantages du métier, c'est d'abord ça tisse des liens fabuleux avec des viticulteurs qui eux aussi viennent manger, qui comprennent un petit peu l'esprit du restaurant, etc. Donc ça c'est absolument génial. C'est comprendre un petit peu les rouages des accords mets et vins. Et je pense que dans la culture d'un amateur de vin, c'est très important. Mhm. C'est un métier qui aussi ouvre beaucoup d'autres possibilités, hein. Donc c'est un réseau qu'on tisse quand on est sommelier qu'on ne peut pas forcément avoir de la même manière. Donc on tisse plutôt autour de l'artisanat, des chefs, des fournisseurs, plein de choses qui sont différentes. Vous m'entendez encore ou pas? Je crois que je suis en train de parler tout seul. Allô, allô? Ouais, je pense qu'on s'est perdu, mais peut-être que ça va revenir. Tac. Bon, je vais récupérer Richard dans quelques instants, hein. Et je pense que la connexion, c'est coupé. Alors, en tout cas, pour terminer tranquillement avec terminer tranquillement avec voilà, je reprends. Hop, hop, c'est bon. Ok, je vais récupérer Richard. Voilà, c'est bon, ça avait coupé un peu. Ouais, j'ai rien touché, désolé. La connexion, hein, forcément. Alors, ouais, je disais que les avantages de ce métier, c'était bien sûr ce réseau, cette stimulation, cette gourmandise aussi poussée. Je pense que le réseau des chefs est très intéressant. On peut faire plein de choses. Il y a plein de gens qui sont des sommeliers qui terminent au restaurant, un directeur de restaurant ou qui ouvrent des affaires eux-mêmes et tout. Donc, on peut faire plein de choses. Oui. Je pense que c'est une première. Après, c'est un métier qui est merveilleux pour goûter énormément de vin. Nous, quand on faisait le bilan de ce qu'on goûtait par semaine chez Taïwan, par exemple, c'était dingue. Enfin, on goûtait 300-400 vins différents avec des trucs que la terre entière rêve de boire à chaque fois. Donc, c'est ça qui est merveilleux dans ce métier. Donc, on se forge aussi avec cette expérience, avec ces expériences, un panel de dégustation qui permet d'avoir des repères très importants. Après, les inconvénients, on les connaît, hein, c'est le rythme, c'est la fatigue, c'est travailler le soir, c'est travailler quand les autres travaillent pas. C'est aussi peut-être un des inconvénients, et ça c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut voir quand on est sommelier, c'est que comme on est très pris par les services en shift, en double shift, on n'a pas forcément le temps d'aller dans le vignoble. Moi j'y me suis forcé, j'ai beaucoup passé de temps et des fois j'y allais les week-ends, mais maintenant les viticulteurs ressentent beaucoup moins les week-ends. Et franchement, quand je suis devenu entrepreneur, j'ai pu retourner très souvent dans le vignoble et ça, c'est quelque chose peut-être qui est un des inconvénients du métier, c'est qu'on peut y aller, mais on peut y aller beaucoup moins quand même que quand on est dans un autre job. Alors moi, j'ai la chance aujourd'hui, je peux y aller quasiment toutes les semaines, mais ce qui me semble important, c'est de pouvoir voyager, d'aller à la rencontre des viticulteurs, de pouvoir me prendre des notes, de restituer toutes ces notes, etc. Pour moi, c'est les fondements du métier de sommelier. Donc, il faut pouvoir avoir cette flexibilité de la part de l'employeur aussi d'avoir une journée ou deux par mois pour aller vraiment dans le vignoble. Et si c'est plus, c'est mieux. Mais sinon, dans les inconvénients, il y a forcément aussi peut-être aussi à un moment un phénomène de lassitude. Il y a aussi un héritage qui est lourd à porter. C'est-à-dire que des fois, quand vous arrivez dans un restaurant et puis que la carte des vins a été faite par quelqu'un
qui a pas forcément fait son job comme il faut, qui a laissé plein de nanars dans la cave, etc. Ben, vous essuyez un petit peu l'éponge, puis le temps que vous me remettez la machine en route, ben, faut avoir des moyens, voilà, je pense que les gens qui vont travailler dans une toute petite structure savent à peu près que combien il est difficile maintenant de pouvoir faire la carte des vins. C'est quand même du stock, c'est quand même de l'argent immobilisé. Et ce qui est difficile pour un sommelier aujourd'hui, c'est de se projeter. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes et la génération de jeunes sommeliers que j'ai formés, puis surtout qui travaillent maintenant et qui sont en responsabilité, réalisent que le projet avec les potes très sympa du bistrot qui va cartonner, etc., c'est un projet qui des fois capote 9 fois sur 10 parce que Mm. il n'y a pas de fondation économique, il n'y a pas la clientèle, etc. Et des fois, bon, on est obligé de raisonner, on peut pas acheter les vins qu'on a envie. Et donc pour ça, je dirais que il y a- un des inconvénients, c'est que malheureusement, on fait pas tout le temps ce qu'on veut. Et là, vous voyez, par exemple, il y a plein de sommeliers là, qui vont devoir un petit peu serrer les dents avant de pouvoir repasser des bons de commande avec cette crise incroyable qu'on est en train de connaître. Et donc, il y a de la frustration aussi dans ce métier, c'est qu'on ne fait pas tout le temps ce qu'on veut, mais ça, c'est un peu vrai aussi dans d'autres formes du métier. En tout cas, on peut faire plein d'autres choses. On peut travailler pour des maisons de champagne, on peut travailler, on peut être agent pour des domaines, enfin, la sommellerie, ça mène à tout, hein. Il y a des sommeliers qui maintenant sont, je sais pas si je prends, il y a plein de restaurateurs sommeliers qui maintenant font des métiers totalement différents. Je sais pas, si je prends par exemple euh, Paul Delorme, qui est maintenant le gérant de chez Rouleau. Enfin, voilà, le domaine gérant du domaine de chez Rouleau, c'est notre trajectoire, c'est sympa. Donc, ce qui est important, ce qu'on apprend dans le vin, dans le métier de la sommelier, c'est les fondations, la culture du vin, voilà. Et puis après, on apprend les rouages et ça peut amener vers plein de choses. Donc, C'est sûr. métier merveilleux. Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. Tant mieux. Peut-être boulanger, j'aurais adoré être boulanger. Ouais. Ouais, j'aurais adoré. Je pense que, mais boulanger de compétition, je pense que j'aurais fait un truc à la Thierry Delabre ou un truc comme ça, quoi. Bah, ça se rapproche un petit peu sur beaucoup de points quand même. Ouais, bah, bien sûr, bien sûr. Alors, Vicky vous demande si vous avez un bon souvenir avec un vin étranger. Ouais, il y en a plein. Ouais, j'adore les vins étrangers. Je fais partie de la génération, je pense, qui est la plus peut-être ouverte sur cette, sur ces plaisirs nouveaux. Je pense que une des grandes qualités du sommelier, c'est la curiosité, l'ouverture d'esprit. Donc, il faut aller chercher tout ce qui se fait ailleurs. Maintenant, je me retrouve pas derrière chaque bouteille. Moi, j'adore les blancs secs du Douro sur schiste. Là, je trouve ça génial. Donc, les vins de Niport, de son ex-bras droit là, que je trouve géniaux. J'aime bien, j'adore les Gruyère Veltliner autrichiens. J'adore les Riesling de terroir autrichiens. J'aime beaucoup aussi l'Allemagne, mais je pense que ça dépend des secteurs. Et bon, ouais, un grand vin de chez Fritzag ou des Müller quand ils ont de la maturité, je trouve ça transcendant. Mm. Je suis très ouvert à plein de choses. Après, je suis plus vieille Europe que Nouveau Monde. Maintenant, j'applaudis beaucoup le mouvement de jeunes viticulteurs d'Afrique du Sud. J'ai bu un pinot noir là avant de partir en confinement de chez d'une cuvée qui s'appelle Crystallum. Ça m'a bluffé, magnifique domaine d'Afrique du Sud. Ça fait partie de mes gros coups de cœur récents. Et puis sinon, bah, il y en a pas mal, surtout en Italie aussi, parce que j'aime bien l'Italie, moi. Donc, je, euh, ouais, je, plein de choses que j'aime bien. Ok, très bien. Alors, autre question, je reviens sur un autre sujet. Depuis la fin des années 90 jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez perçu des changements importants sur ce monde du vin en règle générale et de la sommellerie? Ouais, ben, je pense que c'est vrai dans tous les métiers, dans toutes les mouvances. C'est vrai qu'il y a pour répondre au monde du vin, oui, le monde du vin a complètement changé. D'abord, il s'est hyper mondialisé. On a eu évidemment cette période des guides qui ont très orienté le style des vins. Je pense que c'est en train de se réduire un petit peu maintenant, même s'ils en ont toujours besoin. On fait moins des vins pour plaire à des guides et peut-être plus des vins comme on aime. Je crois que c'est peut-être la montée en gamme, la progression économique de certaines régions qui fait qu'aujourd'hui, bon, on fait plus simplement des choix de séduction, mais peut-être des choix de cœur, et ça c'est important, des choix personnels, c'est ça que je veux dire.
Donc on a vu forcément des mouvements, des styles de vin, oui, clairement. Après on a vu l'hypermondialisation, on a vu arriver le marché chinois, le marché brésilien, la spéculation affolante autour de très grands vins, la raréfaction de certaines bouteilles qui étaient très faciles de trouver avant, et voilà. Donc c'est pas, moi je suis très positif quand je vois tout ça parce que je me dis que quand quelque chose n'est plus accessible, les gens arrêtent d'en rêver, arrêtent de rêver à ces bouteilles et ils passent à autre chose et ça crée des opportunités pour les autres. Et donc c'est ce que je disais à pas mal de viticulteurs, par exemple je sais pas, du Mâconnais, de la Côte Chalonnaise. Pour eux c'est une autorité économique quand on part de la Bourgogne et qu'on arrive maintenant chez certains domaines à des Chambertins à 600 euros hors taxe prix pro. Ben moi j'ai envie de dire que ça laisse quand même une sacrée marge à tous ces autres très bons domaines qui vont pouvoir derrière euh, valoriser leur travail, mais tout en restant voilà. Et on voit bien que les gens n'arrêtent pas de boire, ils vont boire autre chose. Et donc je pense qu'on est que ce mouvement depuis le début des années 90 qui aujourd'hui en fait a rendu inaccessibles certaines bouteilles, a permis à d'autres régions et à d'autres domaines d'éclore, et ça fait partie du côté très excitant de la chose, hein. On n'a jamais vu une telle qualité depuis les années 90 progresser dans le Languedoc. La Corse est devenue exceptionnelle. Jamais la Champagne n'a été aussi excitante autour de l'artisanat champenois, et encore plus, je dirais, d'autres régions, même si elles étaient bien installées, se sont un peu bougées. Donc, je crois que c'est tous ces mouvements, ça crée des opportunités. Après, faut comprendre un petit peu son marché et puis comprendre un peu son public surtout. C'est clair, effectivement. Écoutez, Manuel, merci beaucoup pour ce très bel échange. J'aurais peut-être une dernière question à vous poser. Petite anecdote durant votre carrière, est-ce qu'il y a un moment marquant ou une dégustation marquante que là, vous avez en tête, qui vous vient à l'esprit tout de suite? Bon, il y en a des millions de moments marquants. Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Je sais pas dans quelle région, parce que j'en ai visité, comme on visite 100 domaines par an, il y en a plein. Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Le moment que je voudrais revivre à Un tout beau prix? souvenir. Ouais. 15, il y avait Thibault Lichibert qui nous écoutait tout à l'heure. Le moment qui m'a marqué le plus, c'est quand la première fois qu'on est allé chez Thibault Ligier-Belair, à la fin de la dégustation, il était 5h30. On avait un train à 6h15, à Dijon. Et il nous a ouvert un Nuit Saint-Georges, les Saint-Georges 2000. On a bu, on était avec un client de chef-d'œuvre, et Alison et puis Mathieu. Et on avait une toute petite Twingo rouge. Et on s'est dit, allez, on boit la dernière goutte jusqu'au dernier moment de cette merveilleuse bouteille. Et après, on essaye d'aller choper le train. Et donc, on a poussé le curseur tellement loin du plaisir on a sauté dans la voiture, on a roulé dans une Twingo rouge, voilà, et on a tellement rigolé dans la voiture derrière. C'était un moment tellement joyeux, on était tellement excités de la dégustation d'abord, du moment de rencontre qu'on avait eu, mais surtout derrière, de ce côté presque oppressant, on va rater le train, on va rater le train pour rentrer à la maison. Et donc on est arrivé à Dijon, on a foncé sur le quai et à un moment où on est rentré dans le train, la porte du train se fermait. Et donc ça a été un moment dingue, c'est un moment jouissif. Voilà, mais sinon il y en a des milliers, hein, comme une verticale de bonne brûlée avec l'équipe du domaine Méoquet Musée dans la parcelle, ou alors une dégustation, par exemple, de Montrachet jusqu'à 83 chez Ramonet. Bon, ça c'est des trucs qui marquent les vies d'amateurs forcément. Et des moments comme ça, il y en a autant que de domaines que j'ai visités, parce que ce qui est merveilleux dans ce métier, c'est que voilà, on a la chance de pouvoir passer des moments de joie autour de gens généreux avec des produits exceptionnels, et puis surtout, ça crée de la bonne humeur. C'est ça le vin. Ça Ouais, crée de l'ambiance. exactement. Ça approche les hommes, comme on dit. C'est ça, de bons moments. Eh bien, écoutez, merci pour ce partage et puis merci d'avoir accepté cette invitation. En tout cas, j'étais ravi C'est de passer ce moment avec vous. Eh bien, à très bientôt, À Richard. bientôt, merci beaucoup. Bonne Belle soirée. soirée. Et, bon dîner. Merci, Salut. c'est gentil. À bientôt.